Bonjour, Bonjour. Bonjour. bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Technologia. Bienvenue à tout le monde. Comme je disais dans le message d'introduction, je vous espère au frais. Je vous espère au frais. Le sujet de ce matin, porté donc par le cabinet Technologia, c'est comment les CSE, les élus, peuvent anticiper sur la base de signaux faibles, peuvent anticiper les risques de défaillance d'entreprise. Sujet pas facile, hein, compliqué pour les élus, car il s'agit de prendre un peu là, une charge à la fois par rapport à la direction, par rapport aux salariés. Il y a des pressions dans tous les sens qui peuvent arriver, hein. Donc, c'est une forte charge pour les élus dans ce genre de situation. Alors, c'est facile à dire dire de ne pas faire l'autruche, mais en tout cas, on verra au fil des discussions qu'il y a tout intérêt à essayer de ne pas se voiler la face par rapport à ce qui peut arriver et de mettre les choses à plat et de mettre surtout les salariés dans la boucle. Et on le verra mieux que moi avec les témoignages de nos intervenants. Donc, merci à Éric Bertin. Toi, tu es en charge du pôle, en charge du pôle expertise de Technologia. Vous faites notamment toutes les expertises comptables des comptes, hein. Et on va avoir la chance d'avoir deux témoignages d'élus. Avec toi, Carole Priou, toi, tu représentes la FEC-FO, donc la Fédération Commerce et Services. Et donc, toi, tu vas nous apporter vraiment un éclairage sur toute la partie commerce où il se passe pas mal de choses. Et donc, tu as une vue globale et tu as vécu des situations. Donc, tu vas pouvoir nous en parler concrètement de ce que ça veut dire anticiper et créer les conditions pour anticiper par rapport à une boîte qui va dans le mur si elle ne change pas de stratégie. Enfin, bon, bref. De prendre ses responsabilités en tant qu'élu de CSE. Et Johan Samaké, toi, tu es CGT au niveau du syndicat de l'enseignement privé. Et tu interviens, tu es enseignant dans un organisme de formation, dans un centre de formation. Et tu vas nous expliquer aussi comment on vit une situation dans un organisme de formation qui n'est pas en meilleure situation et la direction n'est pas aussi dans les meilleures conditions pour pouvoir faire la transparence sur la réalité de la situation. N'hésitez pas à partager, bienvenue à vous dans le chat d'abord en premier lieu, et n'hésitez pas à partager ce que le sujet vous évoque, en quoi ça reflète des situations que vous vivez et quel levier d'action vous mettez en place, que ce soit en termes de levier juridique, en termes de communication. On verra qu'il y a quand même un axe communication qui est au-delà du juridique. Il y a un levier communication qui est important sur lequel on peut jouer ou sur lequel les directions sont assez sensibles. C'est important de partager vos pratiques. N'hésitez pas, ça profite à tout le monde. Et c'est un peu l'idée des directs que Miroir Social organise. Alors moi, je suis Rodolphe Ederlé, je suis barreur éditorial de Miroir Social. Je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Et je ne vais pas être beaucoup plus long. Et Eric, je vais te passer la parole pour Merci. sur la base. Alors, il y a une présentation que je vais afficher. Ouais, que tu as préparé. Il y a quelques extracts, ouais. Alors, attends, je la mets bien. Je la mets au début, ça sera mieux. Ouais, c'est ça. Et si tu peux un Voilà, peu. super. Alors, attends, Eric, est-ce que je déroule pour toi? Est-ce que tu as la main? Excusez-moi de ce petit réglage. Apparemment, j'ai la main, non? Ouais, super. Ouais, c'est bon, j'ai la main. Bon, super. C'est parfait. Voilà. Écoute, je te laisse partir comme un grand. On va commencer par peut-être par rapport au sujet de défaillance d'entreprise. Si tu peux nous dresser en tant qu'expert un peu la réalité, la situation économique macro telle que tu la vois en termes de défaillance, de typologie d'entreprise touchée. À toi la main. Exactement. Bonjour à toutes et tous. Oui, l'objet ici, vous allez le voir, il y a en fait trois grands thèmes et puis plus mes co-participants pour animer tout ça. L'objet, c'est bien de vous donner la mobilisation, l'envie, la nécessité d'anticiper. On va y revenir. Ça va être un peu le fil rouge. En fait, pour agir face aux défaillances, le meilleur moyen, c'est d'anticiper.
Il y a une formule que j'aime beaucoup, c'est la peur n'évite pas le danger. Donc, c'est compliqué, c'est des chiffres, c'est des situations, c'est un rapport de force, c'est la qualité du dialogue social, c'est plein d'enjeux, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, se retrouver dans la situation telle qu'on peut l'évoquer dans le support, et vous verrez, le support sera disponible et plus dense que les simples pages qu'on vous présente ici, ça vous donne toutes les conséquences que ça a et toute la difficulté que ça a. Alors, rapidement, sur le contexte économique, pourquoi le sujet est d'autant plus sensible? On a une situation qui est, faut évidemment le constater, qui est un élément record depuis la dernière crise financière qui était le point de référence, qui était en l'état la crise de 2008. On a largement dépassé le nombre de défaillances d'entreprises depuis 2008. Donc, on est à près de 70 000 défaillances d'entreprises en 2025 et un pic sur le dernier trimestre. Alors évidemment, 2026, ça semblait et ça semble être un peu plus calme, mais on est sur des trends où ça continue. Les éléments un peu clés de cette affaire, donc là, on vous réévoque les règlements, les redressements judiciaires et les liquidations directes. Vous voyez bien le pic et la progression sur ces dernières années. Alors, il y a évidemment plusieurs facteurs. Il y a les situations post-Covid, où il y a eu toute l'affaire des prêts garantis État et qui ont significativement pesé sur entre guillemets, des entreprises zombies. C'est-à-dire, elles ont bénéficié d'un support de trésorerie, mais n'ont pas pu redécoller post-Covid parce que crise ukrainienne, parce que parce que reprise de l'inflation, parce que reconfiguration d'un certain nombre de modèles économiques. Et donc, voilà, on arrive au bout de ces réalités, ce qui fait que j'ai un effet report qui fait qu'en 2025, je suis à un optimum de la situation. L'idée derrière ça, c'est qu'évidemment, j'ai de nombreux secteurs touchés, donc la construction, le commerce, l'industrie, les hôtels, cafés, restaurants. Vous voyez bien la valse des hôtels, cafés, restaurants. Alors nous, on est parisiens, mais donc ça se voit, tout ce qui est fermé, tout ce qui n'a pas tenu. Et puis un certain nombre d'autres activités, avec un pic sur fin 25 autour des activités santé humaine, action sociale. Je le dis parce qu'effectivement, la formation professionnelle, ça fera le lien et est significativement touché. On a plusieurs exemples en tête sur la fin d'année. Et là, c'est pas, enfin, au-delà de l'aspect conjoncture économique, c'est bien une refonte des politiques publiques qui a un impact assez direct sur les enjeux de survie d'un certain nombre d'entreprises du secteur de la formation professionnelle au sens large. La refonte de l'apprentissage en est un triste exemple aujourd'hui. Évidemment, quand on dit défaillance, pourquoi ça nous sensibilise? Parce que derrière, c'est de l'emploi. Et c'est ça le sujet, c'est que derrière la défaillance, c'est un enjeu de licenciement économique, d'aller s'enregistrer auprès de France Travail, avec tous les enjeux de remobilisation, les enjeux de retrouver un emploi, et selon les réalités régionales, avec des reconfigurations plus ou moins faciles ou plus ou moins complexes. On a quand même en France, la France, d'un point de vue géographique, est totalement inégale en termes de performance économique et en termes de capacité de rebond sur un certain nombre d'activités. Donc, les enjeux de permanence de l'entreprise sont clés. Les enjeux d'avoir une visibilité sur l'avenir de l'entreprise sont clés. Et on verra qu'il y a quand même un certain nombre de choix qui sont faits ou de non-choix. Je rappelle que l'objectif d'une direction d'entreprise est de faire des choix. Je ne dis pas qu'ils sont tous bons, il y a une nécessité d'en faire. On est aussi face des fois à des situations d'entreprise où il n'y a aucun choix. J'attends, je réagis, mais je ne suis plus dans l'action. Et évidemment, la situation de réaction fait qu'en général, ça se termine très très mal assez rapidement. Donc, la nécessité, je le dis, je le répète, ça va être un peu ma psychorigidité, mais que j'assume, le meilleur moyen d'agir, c'est de pouvoir anticiper.
ça ne préjuge pas de la réalité, ça donne de la visibilité aux salariés. Ça donne les moyens aux salariés de faire des choix, d'anticiper l'avenir. Je le dis assez régulièrement parce que j'y crois profondément. Un salarié informé, c'est lui donner les moyens d'arbitrer. Je reprends un exemple, c'est du vécu. Il y a de nombreuses années, une entreprise qui allait très mal, un secteur industriel, une situation en province qui était un équipementier de second rang. Donc, c'est un équipementier d'équipementier dans le secteur automobile, reconfiguration, arbitrage, fermeture dans l'entreprise, décision un peu dure. Le salarié qui était là, c'était aussi l'occasion de lui dire bon, tu t'envisages de changer ta voiture, c'est pas le quart d'heure de faire ça. Il y a un enjeu clé qui est on va stabiliser, on va voir ce qui se passe et puis après on pourra rediscuter. C'est ça hein, la finalité. Je rappelle, et je le dis à dessein, le CSE, c'est la représentation du collectif de travail pour discuter de la marge générale de l'entreprise et à ce titre-là, doit avoir un minimum d'informations et va avoir le minimum en question d'informations pour anticiper la réalité, pour vérifier les choix d'entreprise, pour savoir dans quel sens on va. Et on a aujourd'hui tout un tas de palettes de direction qui acceptent de partager, qui refusent de partager, avec des incidences assez drastiques sur les salariés. Autour des procédures rapidement. C'est quoi le redressement judiciaire et donc c'est quoi la défaillance? C'est l'entreprise qui n'a plus les moyens de payer ses dettes. Alors, le plus les moyens de payer ses dettes, c'est assez facile. Hein. C'est comme tout à chacun quand on a une situation où le flux financier qui rentre, donc votre salaire par exemple, est inférieur aux dettes que vous avez à payer. Le principe de l'entreprise, c'est le même. Alors, ça a un nom de barbare, donc je ne développe pas, mais le financement de l'exploitation, comment tous les mois je paye les fournisseurs, je paye les salaires, je paye l'impôt, je paye l'ensemble des charges sociales, etc., fait que, en contrepartie, je dois m'assurer que les clients vont me payer. Et quand l'écart se creuse entre ce moment où le client me paye et le moment où moi je paye le fournisseur, ce delta-là, cette différence, elle est mobilisée sur ce qu'on appelle communément ma trésorerie, c'est-à-dire ma capacité à financer mon exploitation quotidienne. C'est exactement la même situation que quand je vous dis je suis payé tous les mois et je dois tenir le mois en entier et que si au 15 du mois, il me reste encore 15 jours à tenir et que je n'ai plus les moyens, là, ça commence à rentrer dans des situations difficiles. Alors, tout le monde a des stratégies, les entreprises aussi, et des fois, ça ne suffit pas. À partir du moment où on constate que l'entreprise ne pourra plus faire face à ces échéances, on va être en situation de cessation de paiement possible et donc de nécessité de se mettre en redressement. C'est évidemment la situation ultime, c'est-à-dire que là, j'ai passé toutes les étapes qui auraient dû m'alerter sur la situation. Donc, ensuite, rapidement, je ne développe pas, mais on reste à votre Eric, disposition, il y a évidemment, quand même un pour point, je me discuter de tout permets, ça. Eric, il y a quand même un point, tu disais, Ouais. au moment du redressement, le CSE, ses marges de manœuvre, elles sont très limitées. C'est quand même important de le rappeler. Ouais, c'est la fin de l'opération. Alors, le CSE est effectivement consulté. Il y a des actions possibles, notamment si il y a des repreneurs, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure amiable ou collective, il y a des fois de la recherche de solutions de financement, dont notamment un possible repreneur. Il est clair que les marges de manœuvre du CSE sont excessivement limitées. En général, le CSE va discuter de est-ce que le repreneur est quelqu'un de sérieux, ce qui est un vrai sujet. Hein, des repreneurs un peu entre guillemets margoulins qui profitent, qui bénéficient d'un effet d'aubaine et ne réinvestissent rien dans l'entreprise, bénéficient d'un certain nombre de subventions sans relancer l'activité et puis tirent le rideau et puis passent d'une entreprise à l'autre. Ça se voit. Alors, c'est évidemment pas la majorité des cas, mais ça se voit.
c'est des choses qu'on a vécues avec des directions d'entreprise qui préféraient s'acheter des voitures que d'investir dans l'entreprise. Donc, le CSE a évidemment une marge de manœuvre très limitée, donc l'analyse du repreneur, et puis le plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, c'est en fait en réalité un plan de licenciement collectif, puisque le repreneur peut ne pas reprendre tous les effectifs. Donc, oui, il y a un moyen d'action, oui, il y a un moyen de discuter. C'est évidemment une aide pour vérifier la pérennité du repreneur, mais il est très tard. C'est-à-dire qu'on est dans la situation de il y a le feu au lac, on n'est pas dans la situation de j'essaye de mettre en œuvre un certain nombre d'actions me permettant d'anticiper le coup d'après. À l'inverse, on peut avoir des directions responsables, et je le dis tranquillement, qui font appel au tribunal de commerce, mobilisent un médiateur ad hoc dans le cadre d'une procédure amiable, mettre en place un plan de redressement, partagent de l'information avec le CSE et partagent la situation de oui, c'est compliqué, oui, on trouve des solutions, oui, on fait appel. Et donc, nous, on a été dans la boucle. J'ai un exemple très précis d'un équipementier, là aussi dans l'automobile, mais qui partage, qui donne de la visibilité, qui dit que ça ne va pas être facile, qui essaye de trouver collectivement des situations. Donc le CSE est non plus un adversaire, mais c'est un partenaire de la situation. Et le climat social, évidemment, il y a un risque objectif sur l'entreprise, mais la direction se bouge, les actionnaires sont sensibilisés et le CSE est tenu régulièrement au courant de la situation. On est dans une situation compliquée, dramatique. On n'est pas dans un climat social qui amène de l'inquiétude supplémentaire. C'est radicalement différent. Du point de vue du salarié, il connaît le risque, mais du point de vue de son engagement, il sait aussi où il met les pieds. Plutôt que on me raconte des histoires et un jour on tire le rideau. C'est exactement le cas. On vient de conclure hier avec un CSE sur un redressement judiciaire. Ça fait 1 an qu'on leur dit l'affaire va mal se terminer. Évidemment, l'affaire s'est mal terminée. En revanche, la direction a tout fait pour ne pas tenir informé le CSE, qui se sont pris à la gorge avec des salariés qui se sentent totalement démunis. On est dans 2 situations économiquement comparables, globalement, et avec des attitudes et des positions de direction radicalement différentes. Du point de vue du collectif de travail, le niveau de réaction et de mobilisation est évidemment pas le même. Donc, un point un peu clé pour l'anticipation. Donc là, le trop tard, c'est évidemment, ben voilà, j'ai été au bout du redressement, je suis en liquidation, il n'y a plus rien. Dans le meilleur des cas, j'ai un repreneur avec tout ou partie du collectif, mais très souvent, trop souvent, j'ai aussi des arrêts d'activité. Alors là, c'est directement France Travail avec tous les enjeux de ce que je disais tout à l'heure sur la capacité à retrouver un emploi et dans quel contexte. Si je remonte d'un cran, je vais avoir toutes les actions qui ont été pendant la période, ce qu'on vient d'évoquer, hein, procédure amiable ou collective, et évidemment risque de PSE. Le cas que je viens de citer là, de la situation où la direction a retrouvé un repreneur, et le repreneur dit je ne reprends pas tout le monde, je reprends que l'actif et pas le passif. Enfin bon, je ne développe pas, mais le repreneur, il a les cartes en main. C'est lui qui décide de ses actions. Évidemment, il y a un intérêt à remonter la chaîne d'anticipation. Et le législateur a quand même mis à disposition du CSE un certain nombre d'outils. Et les principaux outils, ça reste les informations annuelles obligatoires. Il faut les utiliser. Il y a nécessité à ce que ça soit la captation d'une information clé. La semaine dernière, je discutais avec un CSE, la direction refuse les ouvertures d'informations consultation et le CSE laisse filer. On a mordu toute la raison et toute la raison du fonctionnement du CSE, organe consultatif de l'ensemble des éléments sur la marge générale de l'entreprise, et on se coupe de tous les moyens
d'avoir une vision sur la performance de l'entreprise. Et notamment dans les situations plutôt bonnes, alors ce n'est pas le cas qui nous préoccupe ici, mais aussi de comment je vais négocier un certain nombre de redistributions de la richesse créée. Donc oui, je le dis, je le répète, il y a les informations annuelles obligatoires. C'est le premier niveau de captation. Et c'est là où, alors évidemment, je fais un plaidoyer pro domo pour les experts de CSE, puisque l'expert, c'est le moyen de décrypter l'info. C'est au-delà de l'aspect analyse technique. C'est l'expert qui vous dit, là, il y a un sujet, là, il y a un point de vigilance, là, attention, il y a un truc qui ne va pas. Oh là là, si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez les moyens de passer une mauvaise période? Discussion de mon équipementier auto dans l'Est de la France. Alors là, pour le coup, la discussion était très claire. La direction partageait régulièrement et donc on avait une discussion où nous, on réexpliquait, ça c'était l'aspect pédagogique, mais des enjeux du niveau de trésorerie pour financer l'activité. Et donc, il me faut quoi comme niveau d'activité pour financer le reste? Ça, c'était une discussion qui donne de la visibilité. Avec en plus une situation où la direction partage régulièrement de l'information au-delà même des informations annuelles obligatoires. Je pense que ça, c'est un élément assez clé de la démarche qui consiste à je partage de l'information. C'est-à-dire que moi, direction, je suis à l'aise, je dis les bonnes et les mauvaises choses, un peu comme l'expert du CSE. On se dit les bonnes et les mauvaises choses, on ne se cache pas derrière son petit doigt. Et en même temps, ce partage-là, ce n'est pas la fuite de moineaux de l'entreprise. C'est des salariés responsables qui, en général, sont significativement engagés dans leur entreprise et qui vont accepter. Il y a différents modèles, je ne rentre pas dans toute la mécanique, mais on a des dispositifs qui peuvent collectivement accepter des mauvaises situations. N'empêche qu'on les partage. Et tout d'un coup, j'ai un niveau de discussion qui n'est pas le même. À partir du moment où je cache de l'information, je génère de la suspicion et je génère d'autant plus les moyens de penser que ça va aller encore plus mal que ce que j'ai en tête, que peut-être que c'est maintenant qu'il faut partir. Est-ce que je vais attendre le PSE, mais finalement, est-ce que l'entreprise aura les moyens du PSE, etc., etc. Donc, la capacité d'anticiper, se mettre d'accord sur quelques indicateurs clés. Comment trimestriellement, j'essaie d'avoir le niveau d'activité, le niveau de production, le carnet de commandes, quelques indicateurs de marge. Ça me donne le sens. Ça me donne la perception de la performance. Et très honnêtement, je pense que ça alimente le dialogue. Ça permet de discuter, encore une fois, des bonnes et mauvaises choses. Et ça évite les coups de surprise j'arrive le matin et pendant le week-end, l'entreprise a déménagé son site. C'est une situation qu'on a pu connaître et qui est quand même très, très désagréable. Eric, Voilà en Eric, gros Eric, pour les éléments. Eric, Vous avez le support. Voilà. Eric, je me permets, Oui, oui, parce oui. que ce que tu dis là, la boîte, la direction qui est en capacité de dire on va, on va, on va, on va partager des indicateurs clés avec Ouais. les élus qui vont ensuite en parler, enfin cascader ça auprès des salariés, ça fait, Johan, ça fait écho à une situation que tu as vécue il y a quelques années. Peut-être c'était l'occasion peut-être d'un rebond de ta part, Johan, si tu le sens. Hein, là-dessus et ça permettra de rentrer dans le débat. À toi, Johan. Ouais, bah écoute, moi je pensais intervenir Ouais, non, mais c'est en comme fin de non, mais vidéo, mais ouais, mais après, là-dessus, là, sur cette partie-là, oui, c'est que en fait là dans le discours de Eric, je retrouve exactement les deux situations que j'ai pu vivre. Euh, Dans l'ancien, alors c'était pas le CSE à l'époque, c'était le DPCE, où là on avait des élus qui étaient plutôt offensifs, donc exigeants. Mais quand je dis offensif, c'est pas spécialement dans le terme, enfin c'est pas un terme péjoratif, quoi. C'était la situation qui était le CE partenaire en fait, qui demandait des comptes à la direction, mais qui aussi était capable de l'accompagner dans ses démarches, de lui proposer des solutions. euh, de recourir à l'expertise, non pas pour chercher la petite bête, mais pour chercher aussi d'autres leviers, d'autres éclairages, parce qu'on sait très bien que les cabinets d'experts qui vont être pris par les employeurs vont pas être les mêmes qui vont être pris par les salariés et vont pas non plus avoir les mêmes angles d'analyse.
Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à une situation dégradée, mais aussi avec un CSE inexpérimenté, trop conciliant, et une direction qui elle aussi, est pas forcément expérimentée et qui va profiter de cette absence de réaction en face, de cette absence de contre-pouvoir en quelque sorte, et qui là nous donne une situation dont je parlerai plus en détail tout à l'heure. Super, merci, super, Johan. Eric, excuse-moi d'avoir, mais je pense que c'était intéressant de faire que Johan Mais puisse complètement, illustrer ses propos. Mm. exactement. Mm. Moi, c'est exactement ça. Encore une fois, enfin, le nombre de situations où alors, le CSE prend pas ses responsabilités. Enfin, c'est compliqué. Moi, je n'ai jamais exonéré le CSE de la difficulté de dialogue avec une direction, de la pression. Nous, on a une position qui est très facile. On est expert, on est mandaté, on intervient dans un cadre, on a une certaine autorité donnée par le cadre légal. Le CSE, lui, c'est au quotidien. C'est tous les jours qui croise sa direction, qu'il a des coups de pression, etc. Donc je comprends très bien que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, trouvons les moyens d'aider les CSE. Alors, il y a plusieurs astuces. Il y a le fait de discuter avec un CSE, de l'aider à réfléchir, de voir comment à un moment passer à l'acte, de voir comment lui demander, enfin lui donner les leviers pour collecter de l'information et pouvoir discuter avec lui d'un certain nombre de sujets, au-delà même d'une mission. Je pense qu'il y a une responsabilité des experts CSE qui est la permanence de l'assistance et la nécessité d'aider à la situation telle que le perçoit le CSE. Ça me paraît un signal clair. Sur les signes d'alerte, je vois dans le message, bonne question. Bon, question où j'ai pas de chiffres de la comptabilité. OK? Mais j'ai comment je vis le quotidien. On rentre des affaires, on ne rentre pas d'affaires. Il y a de la production, il n'y a pas de production. Tiens, on surproduit alors qu'il n'y a pas de clients. Il y a ce coup-là aussi. J'anticipe un coup difficile et je génère du stock. Bon, ça fait partie de certaines stratégies de direction. Euh, et puis un truc classique, et là, il faut vraiment avoir, c'est ah bah tiens, ça commence à tarder pour payer les fournisseurs. Évidemment, je vous avais un message de votre direction qui dit on va décaler de 3-4 jours le paiement des salaires. Là, là, je vous dis, ça sent déjà significativement le roussi. Donc, coup d'alerte, c'est comment vous sentez l'activité. Il y en a, il n'y en a pas, ça réagit, les gens travaillent. Voilà, tout ça, vous le savez dans l'entreprise. Vous en discutez. Donc, ensuite, comment vous le formalisez? Ça, c'est un objectif des réunions TSE à mettre à point régulier à l'ordre du jour sur la situation, la tenue du budget, la discussion sur l'élaboration du budget. Si vous êtes dans un groupe, c'est aussi de remonter et de comprendre les exigences du groupe. Vous avez des groupes qui pilotent en partie par un certain nombre de choix d'entreprise, qui pilotent en partie les situations et les difficultés de certaines entreprises. Donc ça, il faut pouvoir l'anticiper. Bon, voilà. Donc, on commence très simple. Comment je vis mon quotidien? Qu'est-ce que je perçois dans mon quotidien? Je le remonte au CSE, je lui en parle au CSE. Comment le CSE essaie de voir avec un expert? Comment il essaie de capter de l'information? Voilà. On peut construire tout ça. Hein. C'est quelque chose qui peut se faire quasi au quotidien. Et puis, factuellement, on essaye de poser des réunions de CSE pour parler de ces sujets-là. Eric, peut-être, avant de passer la parole à Carole, et tu pourras peut-être pour faire la transition à Carole, parce que Carole, sur le côté commerce, les côtés groupe, déshabiller Pierre pour habiller Paul, etc., on connaît bien. Et Carole a bien vécu le truc. Et donc, voilà. Avant de passer la parole à Carole, peut-être, merci. Enfin, tu rentres pas dans les détails, mais peut-être que la question n'est pas. Je suis surpris que dans le chat, la question n'arrive pas, mais sur le droit d'alerte économique. À quel moment est-ce que cet outil-là, est-ce que tu parlais on parlait de signaux faibles, etc. Comment on peut tilter sur les indicateurs, comment ils bougent. C'est comment il se positionne le droit d'alerte économique et comment il faut bien l'utiliser, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec et l'utiliser à bon escient.
Alors, effectivement. Alors, le droit d'alerte économique. Alors, un coup de pied de l'âne aux évolutions depuis 2017, puisque les droits d'alerte économique ont significativement diminué depuis le passage avec les ordonnances Macron, puisqu'il y a du cofinancement. Donc, on voit bien, alors je le dis à dessein, hein, j'assume, que le cofinancement, ça a pesé sur les capacités d'agir du CSE, mais ça renvoie aussi aux capacités du CSE. Je le dis, je le répète, alors je fais une incise, mais volontaire. CSE, votez vos budgets de fonctionnement en début d'année. Je vous assure que ça vous donnera des marges de manœuvre pour avoir des entreprises financées, y compris indépendamment du cofinancement à 80-20. Ceci étant dit, le droit d'alerte, c'est j'ai un certain nombre de signaux. Ça fait le lien avec ce que je viens d'évoquer, et merci pour la transition. C'est j'ai un certain nombre de signaux qui me font dire que ça ne va pas. Alors, il faut les formaliser. Donc là, le droit d'alerte, il faut d'abord respecter la procédure. Je dois faire la démonstration que j'ai un certain nombre de signaux m'inquiétant sur la situation économique. Je formalise des questions, je le mets à l'ordre du jour, je formalise des questions, je demande des réponses écrites. Ça, c'est la première phase. Phase 2, les réponses me tranquillisent ou pas, ou les réponses ne font qu'accélérer mon inquiétude. Et à partir de là, je rentre dans une phase 2 avec mobilisation possiblement d'un expert. Et ensuite, la finalité, c'est l'adresse du conseil d'administration en fonction des différentes conclusions. C'est en fait, j'envoie aussi un message fort, notamment dans des structures un peu compliquées. Je ne crois plus la discussion de la direction et donc je veux directement parler au conseil d'administration. Mais il faut, et parce qu'aujourd'hui, j'ai à la fois les enjeux de 80-20, mais les enjeux de contestation ne sont pas neutres, je dois faire la démonstration que j'ai un certain nombre de signaux montrant la dégradation. Je perds du chiffre d'affaires, j'ai des difficultés pour payer un certain nombre de fournisseurs, j'ai du retard de paiement sur les salaires, j'ai de la pression parce que je n'arrive plus à tenir mes productions, etc. etc. C'est très détouré au cas par cas, mais ça permet de pointer du doigt un certain nombre de sujets autour de la situation. Donc le droit d'alerte, ça s'encadre. Alors, raison de plus, ça se travaille, enfin, ça se prépare. Il ne faut pas dégainer comme ça, parce qu'aujourd'hui, les directions sont assez à l'aise pour contester et n'hésitent pas à contester. Merci Eric. Alors je t'invite, je vais passer la parole à Carole et tu as, une question assez structurée de Audrey qui raconte un peu sa situation. Je t'invite à la regarder et peut-être après à la prendre à l'intégrer ou Ouais, à répondre à l'écrit. Je te laisse et je passe la parole à Carole. Merci Eric. C'était bon pour toi? Hein? C'est très bon? bien. Ok. Carole, donc Carole Priou, toi tu es secrétaire fédérale adjointe à la FEC-FO, toute la partie commerce et donc service, comme je le disais. Et donc, il y avait une question sur les signaux faibles. Quels sont les signaux? Comment toi tu t'appréhendes? Comment un élu, une élue peut se donner les moyens d'appréhender les signaux excusez-moi, à intégrer? Et tu me disais quand on a préparé ton intervention que ça nécessitait d'avoir une approche pluridisciplinaire, quoi. Il fallait avoir une vision 360 degrés. À toi. Oui, alors justement, en fait, ça suit un peu ce que Eric disait. Il faut voir les choses vraiment de façon pluridisciplinaire sur le social, sur l'économie et sur la stratégie future qu'entreprend l'entreprise. Sur le social, déjà, on a le terrain. Quand on va justement dans les établissements, on essaye d'échanger avec les salariés pour constater un peu leurs conditions de travail. C'est là d'où ça part. Est-ce qu'il y a du sous-effectif, des arrêts maladie, des accidents de travail, de la surcharge de travail, de nouvelles missions qui est intégrée en plus dans sa fiche de poste? Est-ce que finalement, ça peut commencer à être des signaux, en fait, finalement, de dire il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on remonte de ce terrain-là, ensuite, on va effectivement le confronter. Et justement, Eric a raison sur le fait qu'on doit se saisir de ces consultations qu'on a avec le CSE sur la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. On compare les données avec ce qu'on observe sur le terrain. Le turnover, l'absentéisme, les éventuels recrutements qui ne se font pas. Et on observe effectivement déjà une comparaison entre les données statistiques et le vécu sur le terrain. Tout ça, ensuite, on va aussi le comparer
à la consultation de la situation financière et économique de l'entreprise. On regarde effectivement la comptabilité de comment est investie justement l'activité de l'entreprise. Alors, il faut être assez vigilant sur le poids du chiffre d'affaires, le poids des bénéfices, comme on disait, les dettes, tout ce qui est immobilisé et les charges externes, les prestations externes. On a aussi une ligne économique qui est les management fees. Alors, c'est un grand mot pour dire en fait beaucoup de choses dedans dont on a du mal finalement à voir ce qui se passe dans les flux financiers. Et donc, c'est toute cette analyse qu'il faut essayer de regarder parce que vous pourriez très bien avoir justement cette espèce de dichotomie où on se dit mais je ne me sens pas bien sur le terrain, j'ai l'impression que j'en fais beaucoup, que je suis fatiguée, que le chiffre d'affaires est là, mais l'entreprise nous explique qu'ils ne peuvent pas recruter, ils ne peuvent pas augmenter nos salaires, on a du mal à évoluer. Et pourtant, je vois qu'économiquement, l'entreprise génère des bénéfices. Donc, en fait, ça va bien. Et c'est même quand ça va bien qu'il faut quand même s'alerter à partir des premiers signaux que vous voyez sur le terrain, en fait. Et justement, quand on fait l'analyse de la comptabilité, on voit justement comment est géré le traitement des flux financiers dans l'entreprise. Alors évidemment, je réponds en même temps à une question sur quelles sont les formations. Évidemment, vous avez les formations obligatoires qui sont sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés pour le CSE et également la formation économique. Ce sont 2 formations qui vous servent déjà de base pour avoir une première lecture. Évidemment, ça ne fait pas de nous des experts en la matière et c'est ce pourquoi l'accompagnement à travers des cabinets d'expertise nous permet de compléter en fait notre action avec le CSE à partir du moment où on a commencé à voir des petits signaux qui nous alertaient. Et vous allez me dire, ça va être compliqué des fois peut-être de mettre en place une expertise parce que sur le terrain, on sent que ça ne va pas. Sur les tableaux économiques, parfois, le résultat peut être pas si dramatique que ça. Mais attention, quelle est la stratégie derrière? Il faut, et ça c'est le 3e pan en fait des consultations, c'est l'orientation stratégique de l'entreprise en fonction des éléments recueillis au niveau social et économique et quelle est la vision de l'entreprise dans 3, 5 ou 10 ans en fonction aussi du secteur, de l'actualité du pays ou international ou autre. C'est très multifactoriel ce qu'il faut regarder et ça peut paraître difficile à ce moment-là de dire, moi, j'ai l'impression comme ça, mon instinct me dit qu'il y a un truc qui ne va pas. J'ai commencé à regarder quelques lignes comptables ou quelques lignes de diagnostics sociaux, il y a un truc qui ne va pas. Mais comment convaincre aussi les autres membres du CSE qui, peut-être, eux, n'ont pas eu ce réflexe ou cette vision? Voilà. Et c'est là où il y a aussi tout un enjeu. Oui, Rodolphe. Non, mais c'était simplement pour te lancer parce que je pense que ce que tu dis là, tu as l'exemple, tu l'as vécu de GoSport, où ça s'est terminé à la barre du C'est ça, tribunal j'allais en avec venir. l'entraîneur. Et ce que tu dis là, comment on mobilise une expertise, tu l'as vécu, la difficulté de convaincre l'ensemble des élus, une majorité d'élus, au-delà de vos casquettes, de vos étiquettes respectives. C'est déjà un challenge en soi. Et comment tu l'as mené, tu as réussi à le mener. Mais comme ça n'a pas été facile, ça ne se fait pas comme ça. Et comment ça s'est terminé avec GoSport, l'ici d'histoire, avec l'inadéquation. Oui. Quand on a cadré, tu m'as bien illustré le côté déconnant de la stratégie, quoi. Oui, voilà, justement pour en venir sur la situation de GoSport, donc je faisais partie de cette entreprise et j'étais donc au CSE. Et en fait, on a vu effectivement une dégringolade de l'entreprise suite aux concurrents qui venaient. Donc, on avait Decathlon, Intersport. Et quand GoSport avait une identité à la base qui était très autour du technique du sport, ça a paniqué quand on a eu d'autres concurrents du secteur qui sont arrivés, qui ont pris des parts de marché et qu'effectivement, GoSport n'a pas pu anticiper ces arrivées et de pouvoir aligner en fait sa stratégie. Et à partir de là, c'est exactement ce que dit Eric, il y a eu une paralysie. Il y avait non-choix. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de stratégie et en fait, ils essayaient de faire un peu de Décathlon, un petit peu d'Intersport et essayant de garder l'identité GoSport, mais finalement, à choisir toutes les identités, on n'en a plus. Et on a été accompagné par le cabinet justement Technologia pendant plusieurs années au CE, au CHSCT, puis après au CSE, sur cette paralysie des dirigeants de GoSport qui, plus le temps avançait, plus finalement l'EBITDA devenait de plus en plus négatif parce qu'ils ne faisaient pas de choix identitaire. Et c'est ce que disait Eric sur le fait de choix ou non-choix. C'est ce que j'expliquais à Rodolphe. Choisir, c'est aussi renoncer. Renoncer à dire cette partie du marché, je vais y renoncer parce que Decathlon fait mieux ou parce que Intersport fait mieux ou qu'une entreprise, c'est son dada. Et moi, mon dada, c'est autre chose. C'est un choix. C'est-à-dire que oui, on va potentiellement perdre un peu de clients, mais on va en retrouver autrement. Et c'est des prises de risques. C'est ce qu'on appelle la stratégie. En fait, la stratégie n'est pas une garantie, c'est une orientation.
Alors, on peut la réviser quand on veut, mais à chaque fois, elle doit être adaptée avec ce qu'on constate sur le terrain par rapport à ce qu'on met en place. Et ce qui s'est passé avec GoSport, c'est que, évidemment, les experts Technologia avaient mis en avant ces 2 points, le fait de devoir choisir une identité et aussi une problématique, et on le voit souvent, il y a une forme de réflexe quand une entreprise commence à ne plus vraiment faire le chiffre qu'il voulait, à avoir ce réflexe de: «Je ne recrute pas tant qu'il n'y a pas le chiffre d'affaires qui me permettrait de payer le recrutement». Sauf qu'effectivement, le schéma doit être inversé. Pour faire du chiffre d'affaires, il faut pouvoir mettre des salariés qui vont forcément vendre, puisque quand vous rentrez dans un magasin et que vous n'avez moins de vendeurs, bah, l'article que je cherchais, bah, je ne le trouve pas parce que je n'ai même pas trouvé un conseiller pour m'orienter, donc je sors du magasin. Quand effectivement j'ai un produit que je cherchais, mais en fait un conseiller peut aussi me proposer un produit complémentaire parce qu'il a cerné mes besoins. Ça démontre qu'effectivement une entreprise peut beaucoup plus fonctionner si on met des conseillers de vente et des salariés pour pouvoir effectivement, gérer le service auprès du public. Donc ça a été les 2 défauts de GoSport. De ne pas choisir une identité et d'avoir ce réflexe de: «Je limite les dépenses, je fais des économies sur les salariés parce que je vais pouvoir remettre de la masse salariale qu'à condition que je récupère du chiffre d'affaires». C'était complètement à l'envers du système et les experts l'avaient bien noté. Et on était un peu figés comme ça pendant plusieurs années et on est arrivé à un redressement, un plan de redressement avec le tribunal du commerce où effectivement le but était de chercher un repreneur. Nous avons eu un repreneur, qui est, Michel Ohaillon, qui était dans l'immobilier et qui avait repris en même temps, c'était juste après le covid, Gap, La Grande Récré, Camaïeu et donc GoSport. C'était pas un spécialiste du commerce et je vais dire mon avis, ça se voit. Effectivement, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis en place un nouveau directeur général qui, du coup, pour le coup, venait un peu plus du commerce. Il était de chez Lagardère Retail et qui, lui, avait une vraie orientation stratégique avec l'utilisation donc du PGE. N'oubliez pas, le PGE, c'était effectivement le prêt garanti par l'État face au Covid et de pouvoir effectivement réinvestir dans les entreprises. Nous avons eu 55 millions quand on était encore sous l'enseigne GoSport. 17 millions avaient été utilisés pour tout ce qui était paiement de loyer pendant le Covid ou autre. Et il y avait un réinvestissement à faire sur les 38 millions avec évidemment une échéance de remboursement à l'État. Le directeur général avait pour une fois, parce qu'il venait de l'extérieur aussi peut-être, ça a dû faire aussi du bien, avait finalement proposé une stratégie qui répondait finalement aux préconisations, enfin, des membres du CSE. Ça faisait plusieurs années qu'on tournait en boucle, certainement avec malheureusement les dirigeants de GoSport anciens qui restaient figés. On a eu tout d'un coup du mouvement. On a tous, au CSE, validé la nouvelle orientation qui correspondait complètement à ce qu'il fallait pour l'entreprise. Donc, on repartait du bon pied et on avait un espoir. Et malheureusement, on a eu une difficulté qui, là, n'était pas prévisible, ce qui fait qu'effectivement, la peur n'évite pas le danger. Et en tant que tous membres du CSE, nous avons tout fait pour ne pas avoir peur, même si, comme disait Rodolphe, c'était un peu compliqué. On avait effectivement, à l'époque, nos patrons qui essayaient d'influencer quelques membres du CSE pour dire: «Ah mais l'expertise, ça va nous coûter encore plus d'argent, déjà qu'on en perd, machin, tout le tatouin». Et que j'ai effectivement essayé un maximum de rester dans le dialogue avec les autres élus, même si on n'était pas toujours d'accord, même si peut-être on ne partageait pas toujours les mêmes idées, d'avoir toujours en fait une continuité dans le dialogue pour qu'à un moment donné, ces élus puissent se dessaisir de l'emprise qui avait été faite sur la peur de dépenses, la peur d'avancer, et qu'on puisse ensemble s'alerter et pouvoir avancer avec justement accompagné d'experts. Et heureusement qu'à force d'échanges, on a pu effectivement avoir un CSE très collégial. Et heureusement, puisque ça nous a permis d'avancer sur les choses. Par contre, évidemment, la vie a fait que on a été repris par quelqu'un qui, malheureusement, au bout de moins d'un an de sa reprise, l'actionnaire, je parle bien de l'actionnaire et pas du directeur général, où on nous a informé lors d'un CSE que les commissaires aux comptes avaient alerté le procureur de la République pour une disparition de 38 millions d'euros. Le reste de la trésorerie qui restait chez GoSport avait totalement disparu. Il y avait eu des flux financiers entre le PDG, l'actionnaire et le service financier de l'entreprise. On est arrivé en cessation de paiement. Et du coup, effectivement, le procureur de la République, l'enquête est encore ouverte, qui effectivement poursuit en fait cet actionnaire pour détournement de fonds et escroquerie en bande organisée.
Donc, ça a été une tragédie qui n'était pas prévisible avec toutes les années de travail qu'on a pu faire. Forcément, avec une cessation de paiement, on est arrivé sur une liquidation judiciaire avec un repreneur, évidemment Intersport. Donc, vous imaginez la leçon de vie quand vous avez un concurrent qui vous reprend. Et avec un modèle social complètement différent. Gosport était un groupe organisé avec un CSE, avec des organisations syndicales bien implantées depuis des dizaines d'années, avec un dialogue social bien expérimenté. Et on se retrouve en fait repris par Intersport, qui sont que des franchisés, avec une représentation des salariés qui est par établissement. Donc, quand on a un établissement avec 11-12 salariés, ça nous fait un représentant. Il n'y a pas de CSE commun. Enfin, c'est très, très compliqué chez Intersport. J'ai des échos justement d'anciens collègues qui nous expliquent que c'est socialement très, très compliqué. Donc, ça a été une chute libre, effectivement, pour les salariés, indépendamment finalement des choix primaires à Gosport. Mais je rejoins totalement Eric sur le fait qu'un repreneur peut avoir des intentions différentes d'une réelle reprise. Merci. Carole, ouais. Après, je ne sais pas si j'allais enchaîner sur McQueen. Je te propose d'enchaîner sur parce qu'on va voir un peu, là, on a un exemple, ok, vous n'étiez pas loin d'être à côté de la plaque, vous étiez même dans la réalité, sauf que il s'est passé ce qui s'est passé, donc dommage. On va voir avec encore un autre exemple bien concret avec toi, avec l'enseigne Alexander McQueen, où là, pendant longtemps, c'est un peu ce que le terrain sur lequel Eric était et aussi que j'ai un peu commencé à découvrir, c'est le côté des groupes, les transferts de fonds entre holding, les filiales, etc., les taux de commissionnement, etc., qui purgent, qui vont siphonner des entités et les assécher quand même elles sont profitables. Ça, Alexander McQueen, comment ça s'est passé par rapport à la holding et comment pendant longtemps l'enseigne a fait une stratégie de rupture conventionnelle en fermant des enseignes, des magasins, des trucs comme ça. Et ça, c'est un des points saillants. Comment vous, en termes de com, par rapport à ce que faisait la direction, vous avez joué la com et le lever de pression, que c'est la médiatisation, je veux dire, et comment ça a plutôt bien fonctionné? Oui, alors pour McQueen, qui est une entreprise du luxe qui appartient en fait au groupe Kering, on connaît un peu l'actualité sur le groupe Kering qui n'est pas forcément dans une belle perspective. Et ce qui s'est passé depuis 2023, en fait, il y avait effectivement de nombreux points de fermeture, que ce soit des boutiques ou surtout en fait ce qu'on appelle des stands dans les grands magasins, Galeries Lafayette, la Samaritaine. Et en fait, il n'y avait absolument aucun plan sociaux qui étaient mis en place, pas de licenciement économique, absolument rien, et beaucoup de ruptures conventionnelles qui se passaient un peu, excusez-moi, sous la table. Les salariés étaient convoqués au bureau de la RH et la RH proposait en toute confidentialité une rupture conventionnelle. Et en fait, évidemment, les élus au CSE ont signalé, effectivement, ils ont fait un droit d'alerte pour un risque psychosocial de la situation d'une succession de points de fermeture qui n'étaient absolument pas, pour le coup, justifiés par la situation économique de McQueen France. McQueen France était bénéficiaire, mais effectivement, quand on allait voir justement la comptabilité un petit peu, on se rendait compte qu'il y avait énormément de transferts d'argent sur le groupe McQueen, et donc indirectement Kering, alors que la France se portait très bien et pour autant, des salariés subissaient finalement des fermetures et une perte d'emploi. Donc, évidemment, chez McQueen, on avait un souci, c'est que la direction ne jouait pas le jeu des consultations obligatoires. Pas de consultation obligatoire sur la politique sociale, situation économique et ni de l'orientation stratégique. C'est le secrétaire du CSE qui a dû imposer évidemment ces consultations et pouvoir en faire des droits d'alerte. Malgré le droit d'alerte et un cabinet d'experts qui a été pu être désigné, que ce soit pour l'aspect social ou économique, McQueen faisait une énorme rétention d'informations sur tous les aspects. Donc, à un moment donné, évidemment, il y a des recours possibles, évidemment, pour les experts de pouvoir aller saisir le TJ pour obtenir des documents leur permettant d'aboutir à leur mission. Et tout a été engagé là-dessus, mais on a eu une idée avec le secrétaire du CSE, c'est de dire, alors on joue un peu un point stratégique, le luxe n'aime pas la mauvaise presse. On le sait, alors la plupart des entreprises ne l'aiment pas forcément, mais certaines sont habituées à ce qu'il y ait régulièrement des médias qui parlent de leur situation avec les porte-paroles des salariés. Mais là, le luxe, ils ne sont pas trop habitués à ça. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être une idée parce qu'ils nous bloquent de tous les côtés.
eh ben, on va essayer de débloquer la situation en disant tout simplement ce qu'ils font à la planète. On va dire ce qu'ils font. Et donc, effectivement, on a fait un communiqué de presse avec le CSE et surtout notre délégué syndical en expliquant exactement cette situation. Une situation économique en France qui allait bien, mais avec des flux financiers qui partaient dans toutes les filiales qu'on peut imaginer de Kering et McQueen. Et derrière, des licenciements, on pourrait dire peut-être économiquement déguisés, pour satisfaire finalement les actionnaires de cette boîte. Donc, à partir de là, ça a un peu fâché la DRH, qui était donc présidente du CSE, évidemment, et qui, elle, nous a demandé, après ce communiqué de presse qui a été relayé par les médias de presse de Fashion Network, qui est donc un média très spécialisé, surtout donc, dans le monde du luxe. Et elle a souhaité rencontrer le délégué syndical ainsi que moi pour discuter de ce communiqué de presse. Évidemment, elle s'en plaignait, elle n'était pas contente. Nous avons eu une discussion pendant 2 heures pour mettre toutes les choses à plat, que la direction reconnaisse enfin ses responsabilités sur le fait qu'ils avaient en fait été mauvais sur tout le plan, depuis le départ, sur leur communication, sur leur gestion du personnel. Et derrière, la direction l'a reconnu. Après une discussion assez forte, la direction a reconnu qu'ils étaient finalement à l'initiative de ce communiqué de presse indirectement. Alors évidemment, le directeur général de McQueen France est pour une fois descendu en CSE suite à cet entretien que nous avons eu en demandant expressément à notre délégué syndical de ne plus jamais communiquer à la presse. Et ce que notre délégué syndical a bien évidemment dit, c'est faites en sorte que j'ai rien à dire. Faites en sorte de bien faire les choses et nous n'aurons plus besoin d'alerter en fait les médias et l'opinion publique pour montrer que ce que vous faites n'est pas bon. Et finalement, là, vous voyez, les choses ont un peu évolué. La DRH, qui était actuellement à l'époque présidente du CSE, est partie, pour X raisons. Et il y a une nouvelle DRH qui est un petit peu plus dans le dialogue et qui, effectivement, là, aujourd'hui, il y a la fermeture de la plus grande boutique de McQueen, qui, là, aujourd'hui, a quand même mis en place un plan social, enfin. Alors, je ne suis pas pour les plans sociaux parce que j'imagine que là, on est déjà dans le trop tard. Mais en fait, heureusement que quelque part, on était passé par la médiatisation pour rendre finalement des droits et des acquis aux travailleurs qui auront des congés de reclassement, des prises en charge qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils signaient une simple petite rupture conventionnelle. Donc, les choses se sont améliorées, même si on les déplore sur leur gestion économique, parce que encore une fois, on a pu constater des flux intragroupes qui n'avaient pas lieu d'être, et on se rend compte que ce soit chez McQueen, et j'irai pas plus loin, mais je peux vous le dire que dans d'autres entreprises, surtout sur des groupes internationaux, qu'on constate qu'il y a une forme de, et je vais utiliser le mot qui est un peu dur, vampirisation de la production qui est faite en France pour alimenter finalement des groupes ou des filiales du groupe qui iraient peut-être un petit peu plus mal dans d'autres pays. Mais quand finalement, à un moment donné, la France aurait un jour peut-être une difficulté financière, le groupe n'aiderait plus. Alors, j'arrive plus à savoir ce que ça veut dire le mot holding, puisque finalement, je ne sais plus si c'est les filiales qui portent la holding ou la holding qui porte la filiale. Donc, j'en ai terminé sur ça, et puis voilà. Merci beaucoup, Carole, pour ces témoignages. Merci, tu auras l'occasion de rebondir. Et c'est une bonne transition, je pense, pour Eric, qui va prendre la main et avant de passer la parole à Johan. Ouais, non, mais ce que dit Carole est très important sur 3 aspects. Alors, moi, j'ai noté 3 éléments. Un, l'enjeu de communication. Et dans le fil là, du chat, il y a effectivement comment gérer sa communication. C'est super important. Enfin, les CSE communiquent peu, pas bien, peu déjà. Il faut expliquer. Il faut expliquer aux salariés, c'est-à-dire que recourir à un expert, à poser des questions. Il faut partager ces actions pour réexpliquer tout ce que porte un CSE autour des sujets économiques et sociaux. Carole l'a dit, il y a tous les sujets de politique sociale qui sont évidemment pas neutres. C'est très important. Et puis la communication hors les murs, je suis assez d'accord. Il y a des secteurs d'activité, il ne faut pas que ça fasse de bruit. Alors, Carole évoquait le luxe. Moi, j'ai en tête banque assurance. Banque assurance, je vous jure qu'il faut que ça reste feutré, quoi. Et donc, ça fait partie du moyen de pression. Alors, on ne le fait pas n'importe quand, n'importe comment. Là, il y avait toute une stratégie, il y a eu toute une série d'actions, et tout d'un coup, on arrête, quoi. Maintenant, on a les moyens de dire, bon, ils font n'importe quoi. Donc ça, c'est important, ça se travaille. Il faut discuter. Alors, je renvoie le soutien et le support des organisations syndicales. Évidemment, les experts CSE sont aussi là pour ça, sur toute la stratégie de com. C'est un élément clé. Sur
tous les enjeux de la mécanique, des frais groupes, des prix de transfert, de comment un groupe pilote les résultats d'une de ses filiales, c'est un grand classique. Enfin, où est logée la marge? Alors bon, si je fais une analogie avec un vieux film des années 70 autour d'une affaire politique aux États-Unis, je dirais suivez l'argent, quoi. Donc, c'est un élément clé. Et donc, ça, c'est comprendre cette mécanique-là. Ça détricote le système, ça relativise. Et effectivement, Carole l'avait dit, il y a des salariés qui sont engagés, puis il y a des résultats qui sont pas bons, et personne ne comprend rien. Mais en fait, il y a un élément d'organisation et de maîtrise de tout ça. Après, qui contrôle qui, ça évidemment, ça fait partie de tous les flux. Donc, il y a nécessité, au-delà du simple analyse de compte de résultat, c'est quoi les flux? Ça va où? C'est pourquoi? Pourquoi un énorme groupe de l'agroalimentaire a son siège Europe aux Pays-Bas, et pourquoi tous les flux remontent systématiquement là-bas? Mais évidemment, il y a un enjeu de fiscalité. Donc, bon, ça c'est clair. J'entendais l'autre jour le PDG de Total Energy qui disait oh, on n'a pas d'action spécifique autour de la défiscalisation. C'est un mensonge éhonté, puisqu'il y a la majeure partie de ces flux qui passent dans différents paradis fiscaux dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de piloter toutes ces affaires, et il faut pouvoir comprendre. Et il faut pouvoir relativiser parce que, et c'est le dernier point, le risque et l'enjeu du plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, c'est pareil, hein, plan de sauvegarde de l'emploi, c'est d'abord un plan de suppression de postes et de licenciement. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur la sémantique, mais ça ne sauvegarde pas grand-chose. Mais en revanche, le PSE est un élément de sécurisation. Ça reste encore un élément de sécurisation. C'est encadré, il y a une autorité de contrôle, il y a un certain nombre d'éléments. Donc, toutes les directions, enfin, les directions peuvent avoir des stratégies de contournement pas neutres sur je vais éviter le PSE, je vais avoir de la rupture conventionnelle, je vais avoir de la pression individuelle. Enfin, il y a différentes stratégies pour éviter le PSE, alors que c'est un levier. Alors, je relativise le propos, hein. En tout début, j'évoquais le PSE dans le cadre d'un repreneur. C'est trop tard, on a un PSE qui est vraiment le minimum du minimum. Anticiper les enjeux de redressement, amener une direction à poser des choix et des arbitrages et mettre en place possiblement un PSE avec des conditions de sortie de meilleure facture, c'est évidemment pas la meilleure solution. C'est la moins mauvaise et d'une certaine façon un élément de sécurisation pour les salariés. Alors, je suis conscient que ce que je dis est très désagréable. Alors, de dire, mais un expert CSO qui pose le problème du PSE. Oui, parce qu'il faut pouvoir se le poser. Le PSE, c'est encore une fois un élément de sécurisation, et c'est les moyens d'avoir des négociations pour avoir des conditions de sortie qui évite directement France Travail. Donc, dans l'échelle, ce que je suis en train d'évoquer, c'est l'échelle de gradation des risques. La situation ultime, je suis chez France Travail, j'ai plus rien. Bon, puis après, j'ai du contrat de sécurisation professionnelle, ça va durer 1 an. J'ai une situation avec ce qu'on évoquait en début de présentation, où aujourd'hui, les AGS visent à renvoyer la faute sur l'employeur parce que ça leur évite de prendre en charge. Ils sont aujourd'hui débordés, saturés, hein, donc ça, on peut en parler. Et de pouvoir discuter des conditions d'adaptation du modèle. Anticiper, c'est aussi pouvoir discuter des choses très désagréables, mais d'avoir plus de moyens sur la reconfiguration. Carole évoquait toute sa mésaventure de Gosport. Je rappelle qu'à l'époque, dans le giron de ce monde-là, il y avait Camailleux. Camailleux a refusé de se faire assister. Et donc, au lieu de discuter d'un moyen de pression, de construire le rapport de force, ils ont laissé filer. Ils ont vraiment laissé filer. Donc, ils ont tiré le rideau, merci, au revoir, fin de l'histoire. Donc, c'est ça qu'il faut aussi anticiper. Tout ça, c'est des sujets difficiles, il faut moralement les assumer, c'est moralement compliqué,
mais je vais faire une analogie médicale, mais entre le début de la gangrène et je perds l'avant-bras, ou alors c'est le corps entier qui y passe, je vous renvoie le choix. Il y a des fois, ça vaut le coup de discuter de choses très désagréables, mais qui vont contribuer à une possibilité de survie. Merci Eric, merci pour l'illustration, pour l'image. Johan, tu avais commencé, alors la situation, tu avais un peu expliqué, rapporté la situation que tu avais vécue il y a quelques années dans cet organisme de formation, ce CFA. Là, actuellement, le CFA en question, il est concerné par une alerte de niveau 2 du commissaire aux comptes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu as commencé à le dire, mais si là, c'est l'occasion, au regard de ce que tu as entendu aussi, n'hésite pas à rebondir sur ce que tu as pu entendre et comment ça résonne par rapport à toi, les situations que tu appréhendes. Donc, ça veut dire quoi, une alerte niveau 2 du commissaire aux comptes et, pour un CSE? À toi. Ok. Donc, je vais commencer par l'alerte niveau 2. Eh bien, en fait, le commissaire aux comptes, quand la pérennité d'un établissement qu'il suit est menacée, il a l'obligation d'alerter. Donc, on n'en est pas encore au stade de ce que disait Carole sur l'information au procureur, parce que là, on n'est pas sur du détournement. Mais il y a malgré tout une responsabilité du commissaire qui est de prévenir de de ce risque possible de faillite et de demander au conseil d'administration qu'est-ce qu'il compte mettre en œuvre pour se prémunir de ce risque. Et donc là, c'est la deuxième alerte qu'on a cette année. On en a eu une première en janvier pour laquelle le CSE n'a pas réagi. Là, on en a une deuxième qui est tombée quand est-ce? C'était fin mai. On a une réunion du CSE aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, pour une alerte fin mai, on a une réunion le 23 juin. Il aurait été pas mal quand même de faire le déclencher un CSE extraordinaire, vu la gravité des faits. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, je voulais, pour compléter le propos de Carole sur les signaux faibles, on a les incivilités, les clans. Là, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans mon entreprise. C'est pratique c'est pratique les clans parce que ça permet à la direction, surtout quand c'est sur fond de tension syndicale, ça joue vraiment le jeu des directions. Ça leur permet de se dire bon nous on fait ce qu'on peut mais ils s'entendent pas. On a les démissions, alors c'est lié au turnover, mais on a quand même les démissions. Nous il y a 3 ans, on avait à peu près une démission par mois. Donc en 8 mois, on a eu 6 démissions. Le CSE ne s'est pas inquiété plus que ça. Partait du principe que, oui, mais ils ont démissionné parce que projet de création d'entreprise, parce que rapprochement familial, etc., etc. Ça, c'était vraiment la raison qui était mise en avant. Mais dans mon esprit, dans mon analyse, quelqu'un qui est en poste et qui crée un projet d'entreprise, alors c'est peut-être du développement personnel, mais c'est peut-être aussi qu'il n'est pas si bien que ça dans son entreprise. Attends, il y a un problème de son. Il y a un problème de son, Johan. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est le coup de mon côté, mais d'un coup, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Excuse. Là, vous m'entendez mieux? Ok. C'est bon, ouais. On observe une défaillance de prévention. Alors ça, elle est au niveau de la direction. Donc ça fait toujours partie des signaux faibles. C'est le DUERP, par exemple, le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels, qui est complètement négligé. Ce document, qui doit être mis à jour tous les ans, chez nous, n'est pas à jour depuis 2023. Non, 2022, pardon. 2022. Les risques psychosociaux qui doivent être obligatoirement intégrés dans ce document n'y sont toujours pas. Et vous avez aussi une négligence des risques psychosociaux, donc c'est tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est risque de burn-out, tout ce qui est lié au harcèlement, qui, ça, ne rentre pas en compte dans le plan de prévention. On observe également une dilution de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a un directeur qui ne dirige pas, et on a des cadres intermédiaires qui n'ont pas ces responsabilités, qui ne devraient pas avoir ce rôle, qui pourtant font des décisions qui engagent l'entreprise. Et ça, le problème, c'est que derrière, vous avez un directeur qui dit moi, j'étais pas au courant, j'y suis pour rien.
et vous avez des décisionnaires qui n'ont pas la responsabilité de ces décisions. Donc au final, personne n'est vraiment responsable de ce qui va se passer, et on a une direction qui navigue à vue. Cette situation, on y arrive aussi parce que on a une nouvelle équipe à la comptabilité, euh, à la responsabilité pédagogique, à la communication. Donc, on a une nouvelle équipe qui coûte moins cher parce que les difficultés économiques, elles datent pas d'hier. Donc, on a une équipe qui coûte moins cher. Le problème, c'est qu'elle est aussi moins qualifiée. Et c'est là aussi que va intervenir le rôle du CSE. C'est que le CSE, n'appliquant plus son rôle de contre-pouvoir, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va également ignorer les signaux faibles, qui ne va pas réaliser les consultations obligatoires, qui ne va pas recourir à l'expertise. Cette expertise, ça peut être pour les finances, ça peut être pour les risques psychosociaux. Tout ça fait qu'on n'a pas un accompagnement professionnel. On n'a qu'un seul éclairage de la situation, c'est l'éclairage de la direction, et avec un CSE qui valide cet éclairage sans se poser plus de questions. La difficulté à laquelle je me heurte, moi, en tant que syndicat d'opposition, c'est plus ou moins ça, c'est de me retrouver face à des élus qui préfèrent parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'on parle du quotidien, on parle de ce qui est visible, on ne parle pas de ce qui est invisible. Si moi je veux négocier un accord sur, je sais pas, sur l'égalité homme-femme, on va me dire, mais c'est quoi le problème? Il y a des hommes, il y a des femmes, tout le monde s'entend bien. Le problème, c'est qu'on a quand même des écarts de salaire qui peuvent monter dans certains cas à poste équivalent à 800 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme. Et là-dessus, on va dire non, il n'y a pas de souci d'égalité. On va préférer se focaliser. Alors ça, c'est un point que j'aime bien pour illustrer, pour illustrer les points de concentration. On va préférer se focaliser sur la fontaine à eau. Donc la fontaine à eau, qui a fait l'objet de 3 expertises pour changer les filtres, pour vérifier que l'eau soit assez fraîche, pour analyser sa qualité biologique. Parce que l'eau a un goût. Voilà, ça, c'est le genre de truc qu'on va retrouver dans l'ordre du jour du CSE. Bravo. Pour toutes les questions un peu plus graves, là, il y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, c'est assez désolant. Et ce qui me désole encore plus, c'est de voir des salariés qui adhèrent à ça, en fait. Parce que Ouais. les salariés vont se dire, ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'eau fraîche. Un accord sur un point un peu plus profond, un peu plus structurel, on le perçoit pas. On le perçoit pas. Donc est-ce qu'il existe d'ailleurs? Est-ce qu'il a une importance? Eric parlait tout à l'heure de la réforme de l'apprentissage. Ça aussi, c'est quelque chose qui a eu un impact énorme sur beaucoup Excuse-moi, d'établissements. Johan, Oui, avant oui, d'élargir sur le côté marché, comment on explique, tu disais, moi je suis un ok. syndicat d'opposition CGT, comment on explique précédemment, vous étiez majoritaire, comment on en arrive à ce que vous soyez dégagé par une nouvelle majorité qui, effectivement, préfère s'intéresser, je ne dis pas que ce n'est pas important, la semaine de la QVCT serait bien brillé sur la fontaine à eau, mais qu'est-ce qui amène à que vous ayez été dégagé? Syndicat fort, et comme tu l'avais bien souligné, syndicat fort, enfin un CSE fort, il y avait une direction forte. Là, il y a il y a un CSE complètement à plat, mais il y a une direction qui est complètement à plat aussi, ça va avec, quoi. Ça s'imbrique un petit peu dans ce que je disais par rapport aux divisions, par rapport aux clans. On a été victime quand même de mensonges, de calomnies, c'est-à-dire le syndicat qui est actuellement majoritaire, qui a dit que les candidats avaient différents torts. Euh, le tort, entre autres, de réclamer de l'argent, par exemple. C'est-à-dire pour des missions qu'on avait pu effectuer pour le compte de l'entreprise, réclamer un salaire, et ça, c'était inconcevable. Donc ça, c'est le genre de truc qui a réussi à faire prendre la mayonnaise avec différentes petites choses. Je ne saurais même pas dire quoi, parce que tout ne m'est pas revenu aux oreilles, mais ça a été ça, et assez régulièrement, aujourd'hui encore, donc là, ils arrivent en fin de mandat, donc ça va bientôt faire 4 ans.
Et aujourd'hui encore, j'entends le « oui, mais vous avez dit ça, oui, mais vous avez fait ça ». Et or, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais ce sont vraiment des points insignifiants. Là où effectivement c'est perturbant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, difficultés économiques, avec un CE en majorité CGT, on les a surmontées avec la direction et la CFTC à l'époque. On était vraiment alliés de la direction. Et quand je dis alliés, c'est pas tant dans le sens complice ou comment dire, je ne trouve plus mon mot. On fermait pas les yeux. On fermait pas les yeux. On était force de proposition pour le bien-être de l'entreprise. Là, on se retrouve plus face à des intérêts personnels et c'est un peu ce qui me dérange. Et c'est aussi ce qui a séduit les salariés, c'est que l'actuel syndicat majoritaire les a mis face à leurs intérêts personnels à eux. C'est-à-dire, plutôt que de se dire on va veiller à la bonne marge de l'entreprise, c'est non, on va veiller à ce que tu aies ton augmentation, on va veiller à ce que tu aies tes chèques cadeaux. Oui, d'accord. Alors, ce sont des points tout à fait légitimes. Là-dessus, je leur mets pas en question. Par contre, bah, l'augmentation, les chèques cadeaux, s'il n'y a plus l'entreprise, a priori, ça tient pas. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui sont trop lointaines pour les salariés. Donc, leur parler du quotidien, oui, ça a marqué. Enfin, force est de constater que ça a fonctionné. Par contre, pour la pérennité de l'entreprise, ça ne suffit pas. Et le problème va être là. Ok, très bien. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais ouais, ok. Et ouais, sur le marché, ouais, tu commençais, je t'ai coupé au moment où tu commençais à partir et à élargir le spectre. Oui. Donc, la réforme de l'apprentissage, donc l'intitulé complet de la loi, c'est la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc ça, c'est une réforme qui a été instaurée en 2017 et qui s'est appliquée pleinement en 2019. Ça a été la possibilité pour à peu près n'importe quelle entité d'ouvrir un centre de formation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les CFA, les organismes de formation, étaient dépendants d'un organisme gestionnaire. Donc généralement, c'est une corporation professionnelle qui allait ouvrir son centre de formation à son métier. Alors il y avait un encadrement. Hein, c'était confié aux régions notamment. Les régions avaient cette responsabilité de surveiller que les formations dispensées étaient de qualité et que l'argent public n'était pas gaspillé. Donc la modification, enfin la loi sur la réforme de l'apprentissage a modifié le financement. C'est-à-dire que le financement est passé des régions à l'État. L'avantage du financement région, c'est qu'il tenait compte de la réalité économique d'une région. C'est-à-dire qu'un CAP pâtisserie à Paris était financé plus cher qu'un CAP pâtisserie à Orléans, pour la simple et bonne raison que les loyers ne sont pas les mêmes, les charges ne sont pas les mêmes. La réforme de l'apprentissage a cédé les financements aux OPCO, les organismes de compétences, les organismes opérateurs de compétences, pardon, qui, eux, sont nationaux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré tous les coûts par région. Ils ont fait une moyenne nationale, qui fait que bah, pour les régions où un même diplôme coûtait moins cher, bah, eux, ils ont vu leur subvention augmenter. Par contre, pour les régions où ce même diplôme coûtait plus cher, ils ont vu leur subvention diminuer. Chez nous, l'impact a été de 25%. Donc, on a un budget de fonctionnement qui varie entre 4 et 5 millions par an. On a perdu à peu près 1 million par année. Ce million, bah, il s'est répercuté sur la qualité d'apprentissage. C'est-à-dire que les élèves avaient 14 semaines de cours, ce qui est déjà pas énorme, mais en apprentissage, c'est la norme. Là, ils sont actuellement à 12 semaines de cours. Donc, il a fallu qu'on rogne sur 2 semaines de leur enseignement pour pouvoir arriver à boucler le budget. Et encore, ça a tenu que quelques années. Et là, ça va m'amener à mon point suivant. C'est qu'on a eu une direction qui a aussi manqué d'anticipation. Donc, financièrement, on a eu une année charnière qui a été un peu difficile, et puis c'est passé. À partir du moment où c'est passé, alors sachant qu'entre-temps, ben, enfin, comme tous, on a vécu le Covid, etc. Malgré tout, c'est passé, l'exploitation a continué, on arrivait à dégager un chiffre positif.
là, certains salaires ont explosé. Et quand je dis explosé, c'est vraiment des proportions énormes qui, dans une école sous statut associatif, est purement indécent. L'inconvénient, c'est que ça ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps et la réforme de l'apprentissage n'est pas terminée. Il y a encore des ajustements. Et ce sont ces ajustements qui font que les subventions vont être modifiées sur les années à venir et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on affiche un déficit de 700 000 euros pour l'année Ton précédente. son, Johan, ça déconne à nouveau. Le son déconne à nouveau. Ah, ok. Vous m'avez perdu quand? Non, il y a 20 Là, à secondes. l'instant? Il y a 20 secondes. Ok. Ok. Donc, je disais, il y a une nouvelle baisse un nouveau mode de calcul des subventions qui fait qu'on va avoir une nouvelle baisse de revenus. Et cette baisse, on n'arrive pas à la compenser par des propositions d'apprentissage. On n'arrive pas à recruter de nouveaux élèves. Et plusieurs CFA en région parisienne sont dans cette situation. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. C'est combien de salariés? Il y a la situation de... Nous sommes 50 salariés. 50 salariés, ok. Nous sommes 50 salariés. Et c'est vrai que tout à l'heure, Eric parlait des éléments qu'il faut faire dans cette situation. Carole disait aussi qu'elle avait réussi à mobiliser les autres élus pour une expertise. Là, moi, absolument pas. Là, je me retrouve vraiment devant une direction qui n'anticipe pas et un CSE qui est persuadé de faire tout ce qu'il faut, alors que ils ne suivent pas les formations qu'ils devraient. Ils n'ont pas le niveau d'information qu'ils devraient avoir et ils sont vraiment dans une insouciance où la seule préoccupation, là, je lis l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est on va, on va faire la présentation des comptes. On sait qu'on a un résultat d'exercice qui est pas loin de moins de 500 000. On a une lettre du commissaire aux comptes qui nous dit que la situation est préoccupante. On a une réponse du conseil d'administration qui parle de restructuration. Donc ça, chez n'importe qui un petit peu connecté, on sait très bien ce que ça veut dire. Et pourtant, point du CSE, les comptes de l'entreprise, et puis à la rentrée, on fait quel resto et c'est quoi le montant des chèques cadeaux? Bon, là, je suis dans un état de sidération. Je sais pas comment vous le dire autrement. Ouais, malheureusement, on peut en rire. Et ouais, c'est peut-être de l'insouciance ou du déni, j'en sais rien. Mais Je pense que c'est du déni. ouais. Je pense que c'est du déni. On a aussi un profil d'entreprise où c'est des gens qui sont arrivés en même temps. Et là, les départs à la retraite s'enchaînent depuis 1 ou 2 ans et ils vont se poursuivre encore pendant 2 à 3 ans. Euh, l'idée, l'idée dominante, parce qu'on a une moyenne d'âge qui est quand même de 48 ans, ce qui est énorme. Voilà, ça veut dire que pour beaucoup de gens de 58 ans ou plus, vous en avez quelques-uns de moins de 30 ans qui font réduire cette moyenne d'âge. Là, on a beaucoup de gens dont la préoccupation, c'est tenir 1 an ou 2. Alors, quand j'y tenir, c'est tenir eux, à titre personnel, en termes de, comment dire, mentalement, physiquement, mais c'est aussi la pérennité de l'entreprise qui leur permette de finir leur carrière et puis après moi le déluge, quoi. Et j'en ai Parfait. fini. Écoute, merci beaucoup, Johan, pour cet écho. Il nous reste 10 minutes. Et je vous propose un tour de parole libre par rapport à ce que vous voyez dans le chat. A priori, La Fontaine à eau, c'est un grand classique. Ça résonne. Et bon, voilà, Carole, Eric et Johan, n'hésitez pas au regard de ce que... Voilà, à vous la balle. Ouais, non, mais là, je voulais juste rebondir sur ce que pointe Johan. Alors, bon, c'est point de vue d'expert, différentes discussions, etc. Le déni, la politique de l'autruche, je sais pas. Les petits arrangements avec la direction, parce que ça fait partie du système. Bon, évidemment il y a un peu de tout. On l'a dit plusieurs fois. Ce qui est inéluctable finit par arriver. Tiens, je peux me raconter une histoire. Je peux avoir envie de croire à l'histoire que je me raconte. Et puis, il y a un moment, je suis dans le dur. Et là, il n'y a plus de sujet de discussion. Il y a un sujet de qu'est-ce qu'on fait.
Et en général, comme j'ai pas pris assez de recul, bah, je suis dans voilà, j'étais dans la chirurgie douce, je passe dans la chirurgie de guerre. C'est pas la même, c'est pas les mêmes effets. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour tout le monde. J'entends la stratégie de certains qui se disent ah j'ai encore gagné un an. Je vais vous le faire court. Aujourd'hui, taux plein, c'est 67 ans. Ok. Donc après, je peux avoir les idées cotes, etc. Je rentre pas dans le calcul de la retraite, mais bon. Mais si j'arrive à 50-55, il m'en reste quasi 10 à faire. Ces 10-là, si je suis chez France Travail, bon courage. Vous prenez en gros en espérance pour retrouver un travail, vous faites x2 par rapport à un salarié de moins de 5 ans. D'accord. Donc je passe de 12 à 24 mois, voire 36 mois pour retrouver, selon les régions en France, pour retrouver un emploi. C'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe humaine de pouvoir d'achat. Enfin, je ne vous fais pas le coup de la nécessité de s'identifier par rapport à son travail en France. C'est un élément fort. Vous le savez mieux que moi. Et donc, le travail m'aide à exister. Donc, pas de travail, en général, j'ai toujours là aussi des solutions de contournement pour ne pas dire que je suis chez France Travail. Donc, tout ça, c'est des situations compliquées. Et dire que ça ne va pas arriver ou se mettre la tête dans le sable en disant bon, ouais, ça va peut-être passer, je vous le souhaite. Je n'y crois pas, mais je vous le souhaite. Mais attention à l'effet de surprise. Enfin, le déni, tant que ça marche, ça marche. Le jour où je rattrape la réalité, le choc, il est très violent et brutal. Si on peut s'éviter ça, parce que ça n'aide pas à réfléchir, c'est quand même plus efficace. Carole? Oui, alors, c'est vrai que j'ai pu à un moment donné chez Gosport, j'ai réussi à un moment donné, effectivement, avec ma section aussi, à essayer de rendre les choses plus collégiales, mais je préfère le dire, j'ai mis des années. J'ai mis des années de discussion, de dialogue et surtout, la petite peut-être astuce que je peux donner, j'ai aussi beaucoup observé. Observé les comportements individuels, c'est-à-dire que on regarde un petit peu les positions de chaque organisation syndicale, qui des fois, on n'est pas toujours d'accord sur le fond. Mais après, il faut voir aussi comment chacun est. C'est-à-dire que, à force de percevoir les besoins de chacun, comme là, peut-être chez Johan, il y a cette histoire de certains, si j'ai bien compris, des membres du CSE qui seraient proches de la retraite et qui, individuellement, penseraient plutôt à soi et de dire je suis à 1 an ou à 2 ans près et j'essaye de tenir comme ça. D'une manière générale, toute personne reste assez individuelle. Le collectif, c'est parce que ça se travaille. C'est pas toujours très naturel, le collectif en soi. Et en fait, si j'ai pu à un moment donné essayer de rendre les choses collégiales, c'est parce que j'ai cerné aussi, et ça c'est des petites astuces, de comprendre les personnalités de chacun qui étaient autour de la table du CSE, de voir quels intérêts eux ils cherchaient personnellement et d'aller titiller un peu ces intérêts personnels pour en faire un devoir collectif. Alors voilà, on met du temps, il faut prendre ce temps pour comprendre un peu. Enfin, moi, je vais vous donner une astuce. J'ai compris qu'un délégué qui était assez central dans le CSE, c'était quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance. Et il suffisait que je lui fasse passer que l'expertise, le passage sous l'expertise le mettrait en avant, qu'il a été OK. C'était cette petite compréhension de la vie humaine qui constitue en fait tout à chacun autour de la table, qui fait qu'à un moment donné, bah, j'ai utilisé quelques moyens en vue du collectif. C'était pas du tout pour le manipuler, c'était en vue d'une recherche collective. Bah, j'ai compris comment lui fonctionnait et donc j'ai été à analyser et à proposer des choses pour que lui adhère au projet collectif, quitte à ce que lui soit mis en avant et moi pas du tout, j'en avais rien à faire. C'était Alors, je ne dis pas que c'est faisable partout, parce que je le vois quand on suit des sections au niveau fédéral et qu'on suit différents CSE dans différentes entreprises. L'exercice n'est pas simple, et des fois, il ne marche pas. Mais je me dis que des fois, on peut tenter. Le tenter, de toute façon, il vaut mieux tout tenter pour essayer d'avancer. Puis ça marche ou ça ne marche pas. Mais comme on dit, si on n'essaye pas, on n'a pas. Johan? Voilà. Effectivement, ouais, le besoin de reconnaissance, on est vraiment là-dedans. Oui, tu m'entends mieux? Ouais, Ok. Donc oui, on est beaucoup dans le besoin de reconnaissance. Alors après, quand je disais les gens qui attendent la retraite, c'est
pas que les membres du CSE, c'est aussi dans les salariés. Donc, eux vont avoir quand même une démobilisation. Bon, après, je peux tenter de dire qu'il y a peut-être un... C'est bizarre. Là, tu as le son donne. On n'a pas le son. C'est bizarre. Ah, ok. Oui, tu bouges Est-ce que là, c'est mieux? de 10 cm et de 3 cm et ça le refait. C'est bon, là. Bon, j'arrête de bouger. Euh, donc, ouais, après, moi, je partageais un principe sur les syndicats euh, qui est, qui est discutable. C'est-à-dire que lors de la création des syndicats en France, il a été question comment dire, de pouvoir être syndiqué de façon anonyme. Voilà, donc on est syndiqué dans le secret, ce qui est un principe très intéressant. L'inconvénient, c'est que c'est un principe qui ne permet pas l'engagement. C'est-à-dire que vous avez d'autres pays dans lesquels, si un syndicat négocie un avantage, il le négocie pour ses syndiqués uniquement. Donc là, ça permet d'avoir des bases un peu plus fortes, parce qu'aujourd'hui, je peux très bien être syndiqué quelque part et puis voter autre chose. Et de toute façon, ce qui va être négocié, je vais en tirer le bénéfice quoi qu'il arrive. Donc ça aussi, ça contribue au désengagement. J'ai connu une époque où on était à 45% de syndicalisation dans mon entreprise. Là, on est à peine à 10%. Et voilà, on a toujours des salariés qui nous soutiennent devant, mais quand dans les faits, il faut faire quelque chose, quand dans les faits, on demande quelque chose d'un peu engageant, là, il n'y a plus personne. Et ça, c'est problématique aussi. Mais bon, c'est aussi des techniques qui ont été mises depuis les lois Rebsamen en 2017, par exemple. Parfait. Ben, on arrive. Alors, on n'a pas. La recette magique, elle n'existe pas, mais en tout cas, j'espère qu'on a pu vous partager Eric, Johan et Carole ont pu vous partager des billes qui sont susceptibles de vous nourrir, de vous motiver et ne pas rester figé, surtout, c'est ce qui est figé et attendre que ça arrive. Merci Carole, merci Johan pour vos témoignages, super. Eric, mot de conclusion et merci à Technologia et d'avoir mis la chemise et d'avoir porté cette rencontre. Mais merci à toi, Rodolphe, d'avoir été porteur et d'avoir permis à Carole et Yoann de partager des témoignages très, très riches. Vous l'avez compris, le meilleur moyen de l'action, c'est l'anticipation. Donnez-vous les moyens d'anticiper. C'est compliqué. On va pas refaire le débat, mais le dialogue social, le rapport de force, ça se construit tous les jours, ça se construit avec les salariés, donc ils doivent comprendre les actions du CSE, mais plus vous aurez des éléments, plus vous aurez du poids dans le dialogue au travers du rééquilibrage du rapport de force, plus vous serez un interlocuteur qui compte, plus vous aurez de la visibilité, les moyens de partager un certain nombre d'éléments et d'anticiper. Et on le voit à chaque fois, c'est quand même transverse de la discussion, à chaque fois que le CSE il est dans l'esquive, la réalité se rappelle naturellement et est toujours intransigeante et redoutable en termes de conséquences. Merci beaucoup. Ok, merci à vous trois. Merci à vous de participation active dans la salle. Je vous ai mis le lien jeudi. Miroir Social, on organise un nouveau direct et on n'est pas loin du sujet. Hein. C'est les élus face au Non, vraiment. L'exposition des élus au RPS, pas simplement dans le cadre de défaillance et malheureusement en quoi, et ça c'est vraiment en quoi les conflits intra-syndicaux, intersyndicaux, tout pourris, contribuent largement à miner le truc et à affaiblir le rapport de force par rapport aux directions. Et c'est un constat qui n'est pas top. Et voilà. Et on pose ça jeudi prochain. Enfin, jeudi, là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, pour ambiancer ce direct.
et compte rendu à suivre et qui vous sera adressé avec la présentation complète partagée par Eric. Merci Eric d'avoir pris du distance aussi par rapport à ta présentation qui est fort riche, mais c'était bien qu'on soit dans l'échange entre vous trois parce que je pense que c'était d'autant plus riche. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Protégez-vous bien. Bonne journée. Et bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Je coupe.